Bonjour et bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le 23 septembre, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a prononcé un discours important en visioconférence lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, sommet qui s'est tenu en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Nasser Bourita a déclaré que le Maroc a pu mettre en place une approche intégrée en vue de garantir la disponibilité alimentaire. Le ministre a précisé que dans le cadre de l'agenda 2030, le Royaume a lancé une nouvelle stratégie agricole, Génération Green 2020-2030, pour améliorer la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires, ajoutant qu'il s'agit d'une stratégie ambitieuse, dotée d'objectifs et de cibles réalisables et tournée vers l'avenir. Pour Nasser Bourita, la durabilité des systèmes alimentaires est aussi un domaine privilégié de la politique marocaine de coopération sud-sud et triangulaire, notant qu'elle occupe une place centrale dans la coopération bilatérale avec les pays frères du continent africain. Dans la même veine, l'ONU prédit que la crise liée à la pandémie Covid-19 s'est également ajoutée à l'insécurité alimentaire mondiale, avec un total probable de 265 millions de personnes souffrant de la faim en un an, crise qui nécessite une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence pour sauver des vies. En 2020, 100 millions d'Africains étaient confrontés à une grave crise de sécurité alimentaire, soit une augmentation de 60% par rapport à l'année précédente, et la crise devrait encore s'aggraver au cours de l'année prochaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous dresserons un état des lieux autour de cette question de l'insécurité alimentaire et nous évoquerons les stratégies déployées par le Maroc et les États-Unis pour y faire face. Pour en débattre et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités distingués. La première est le Dr Anne Billow, professeur au département d'études nutritionnelles et alimentaires à l'Université de Syracuse à New York et membre du conseil de l'organisation FIAN International pour le droit à l'alimentation et à la nutrition. Elle a précédemment enseigné à l'université de Hohenheim à Stuttgart, a également été directrice du Centre de recherche sur les aliments. Anne Billow a mené des recherches approfondies sur les systèmes nutritionnels, l'économie, les droits humains, le droit à une alimentation adéquate, le contrôle des aliments, la santé publique, la justice sociale, l'égalité des sexes et les droits des enfants. Notre second invité est Bonnie Glick. Elle est directrice à l'université Purdue du Center for Tech Diplomacy, un groupe de réflexion indépendant à l'intersection de la technologie et de la politique étrangère américaine. Bonnie Glick a été directrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Elle a supervisé à ce titre en tant que deuxième responsable de l'agence un budget de 20 milliards de dollars, 11 000 fonctionnaires et plusieurs programmes d'aide internationale américaine à travers le monde. Bienvenue donc à nos deux invités, mais on commence tout d'abord avec notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., contrairement à ses voisins d'Afrique de l'Est et du Nord, le Royaume du Maroc a réussi à réduire le nombre de ses citoyens sous-alimentés. En fait, la prévalence de la sous-alimentation par rapport à la population totale a baissé en passant de 5,2% en 2010 à 3,4% en 2019. Qu'est-ce qui explique le succès du Maroc? Quelle voie a-t-il pris pour y parvenir? C'est une bonne question, Adam, qui va en profondeur. Le Royaume a pris pour de bon le virage du plan Maroc vert. Il s'agit d'une stratégie très ambitieuse qui vise à soutenir l'agriculture marocaine pour faire face à l'insécurité alimentaire. Cette stratégie comprend des questions telles que l'irrigation, qui permet la croissance des céréales et l'abondance de la nourriture sur le marché marocain. Les Marocains font un bon travail à cet égard. Quant aux barrages et infrastructures hydrauliques, le Maroc compte aujourd'hui environ 300 barrages réalisés ou en construction. La moitié de ces barrages sont très grands, ce qui permet d'éviter le gaspillage d'eau et assure un verdissement durable. Si vous jetez un coup d'œil sur un pays comme l'Égypte, vous constaterez que cette dernière perd 40% de sa production alimentaire à cause du problème de stockage, contrairement au Maroc qui s'est préparé à ces conditions.
Le royaume mérite plus d'éloges et de compliments car il adopte très bien la cause de l'alimentation de son peuple. Nous parlons ici de 38 millions d'habitants qui ne connaîtront pas de pénurie alimentaire. En fait, l'ONU parle aujourd'hui d'une personne sur 10 dans le monde qui souffre d'un manque important de nourriture en Afrique et en Asie en particulier. Franchement, le Maroc a anticipé tous ces problèmes. Yeah. Dr. Bellows, thank you for joining us. Parfait, merci. Docteur Anne Bello, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de nombreux articles sur le droit à une alimentation adéquate. Selon vous, quels sont les défis les plus urgents en matière de sécurité alimentaire dans le monde? Et qu'entend-on par sécurité alimentaire? Well, the FAO has Écoutez, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a une définition de la sécurité alimentaire qui est l'accès, l'adéquation et la durabilité des programmes alimentaires. Ainsi, des conditions économiques, sociales et politiques doivent être mises en place pour assurer la sécurité alimentaire des êtres humains. Mais il est surprenant, lorsque nous discutons de la question de la sécurité alimentaire, que les plus touchés sont les producteurs d'aliments, tels que les petits agriculteurs, les ouvriers agricoles et les pêcheurs traditionnels. Plus surprenant encore, cette classe touchée par le manque de nourriture produit entre 70 et 80% de la nourriture mondiale. La question est de savoir pourquoi toujours ces groupes de producteurs des denrées alimentaires souffrent des conséquences des pénuries alimentaires. La réponse peut résider globalement dans la pauvreté, la discrimination et la marginalisation économique, sociale et politique. Traditionnellement, les terres et les ressources publiques font l'objet d'une mauvaise exploitation malgré les recommandations du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale pour l'année 2012 qui réglemente les moyens d'utilisation des ressources publiques et la protection des forêts, de l'eau et des sources alimentaires. De plus, ces groupes que j'ai mentionnés restent otages des décisions de leurs représentants et décideurs dans leur pays. Décisions dont la plupart affectent leur vie. Notably, traditionally and communally held land and resources are not Les économistes ont souligné que le problème ne réside pas dans le manque de nourriture, mais dans la bonne gestion de la richesse alimentaire, de ce qui laisse les gens sans nourriture. Il me reste 2 points, s'il vous plaît. La recherche scientifique n'a pas accordé la priorité aux besoins de ces groupes. Okay, secondly, these groups lack representation in governance and policy making that make decisions concerning their lives. De plus, évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement de 2009 a également confirmé qu'il y a un problème relatif à la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture par rapport au taux élevé de pénurie alimentaire. Enfin, l'un des points les plus importants liés à la sécurité alimentaire est la question de la maternité et l'allaitement maternel, qui est liée aux campagnes de promotion des produits alternatifs au lait maternel et de promotion des aliments génétiquement modifiés par les industries alimentaires. La question ici ne dépend pas de ce que la mère ne doit pas faire, mais de ce que ces entreprises industrielles ne doivent pas faire.
And this has to do with the ongoing marketing of breast milk substitutes and highly processed babies' first solid food. Le problème est lié à la marginalisation des goûts des générations futures et au transfert du contrôle du système alimentaire loin de la culture de la production locale. Ce genre de manque de protection du produit local réduit la flexibilité dans le contexte de situations d'urgence telles que COVID-19. And this kind of lack of self-determination reduces resilience, particularly in the context of emergencies like COVID. Avant de faire une pause, je voudrais vous demander rapidement comment les États-Unis peuvent-ils mieux s'engager à servir les priorités et les besoins alimentaires et sécuritaires du monde. Comme nous le savons, la nouvelle loi sur la sécurité alimentaire mondiale des États-Unis finance toutes les aides américaines dans le monde. Alors selon vous, en tant que défenseur des droits alimentaires, que devraient faire les États-Unis, que devrait faire l'ONU de plus pour aider les pays dans le besoin? Je pense que l'une des étapes les plus importantes est que les États-Unis reconnaissent l'importance du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale et soutiennent les efforts au sein du mécanisme de la société civile, qui est un groupe composé de représentants de ces groupes marginalisés. Les États-Unis doivent les aider à participer au comité de la FAO sur les politiques alimentaires et le système alimentaire mondial. Il est nécessaire de donner à ces groupes plus d'espace dans l'élaboration des politiques. En soutenant leurs efforts, les États-Unis feront de grands progrès qui créeront une grande différence. Les États-Unis ont de nombreux bons programmes pertinents qui méritent d'être mentionnés. Mais il est important qu'ils priorisent leur action et leur soutien en fournissant une assistance aux personnes les plus touchées par l'insécurité alimentaire. C'est un point très important que vous avez soulevé là au sujet des populations les plus marginalisées. Et j'aimerais que vous nous parliez de votre rôle au sein de FIAN International. Mais nous sommes déjà arrivés à la fin de cette première partie. Nous vous retrouverons juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion d'aujourd'hui porte sur la question de l'insécurité alimentaire en Afrique du Nord et dans le monde. Avec nous, le Dr Anne Bellows, professeur d'études en nutrition et sciences des aliments à l'Université de Syracuse à New York, et le Dr Bonnie Glick, qui est l'ancienne directrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Avant la pause, j'ai demandé au Dr Bellows quel était son rôle au sein de l'organisation FIAN International pour le droit à l'alimentation et à la nutrition, pour aider les groupes marginalisés et les victimes de l'insécurité alimentaire. Dr Bellows, nous vous écoutons. FIAN International a officiellement démarré dans les années 80. Elle était à l'origine représentée comme un réseau commercial international appelé Food First, qui n'est plus un réseau, mais uniquement FIAN International. Il s'agit d'un groupe de soutien dont le travail est basé sur la fourniture de conseils et la déclaration d'accord des droits de l'homme afin de bénéficier de la capacité des groupes travaillant dans le domaine de l'alimentation et d'assurer la nutrition à travers l'agriculture, l'élevage de poissons
et d'autres choses. En fait, il existe 18 groupes différents de réseaux d'information et d'action sur la sécurité alimentaire dans le monde, sur tous les continents. There are 18 different FIAN groups around. Le travail comprend la collecte de témoignages et de données et l'aide à la formation des demandes via les réseaux juridiques et administratifs pour aider à rédiger des rapports parallèles aux rapports gouvernementaux au niveau des commissions des droits de l'homme et l'examen périodique universel des pays. Government reporting at the Human Rights Center and Universal Periodic Review of Nations. En outre, le travail de notre réseau mondial FIAN International sur le droit à l'alimentation et à la nutrition a toujours été soutenu par des lobbyistes du monde entier œuvrant pour la sécurité alimentaire à travers un cadre des droits de l'homme. Dr. Bellows, thank you for that. Merci, Dr. Bellows, pour tous ces éclaircissements. Au nom des communautés marginalisées, je vous remercie pour tous vos efforts. Je me tourne à présent vers notre deuxième invité dans cet épisode, le Dr. Bonnie Glick. Vous avez été directrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Vous étiez également chargée des plus grands programmes d'aide alimentaire américains dans le monde. Alors, pourquoi les États-Unis accordent-ils autant d'intérêt à l'aide étrangère et quelle est leur contribution sur ce volet? La sécurité alimentaire dans le monde a des implications sur la politique étrangère et la sécurité nationale. Le développement économique et politique dans les pays pauvres restera toujours au point mort tant que les gens ne peuvent pas assurer leur subsistance. La population mondiale devrait atteindre 9 milliards de personnes d'ici 2050. Du coup, les experts réfléchissent sérieusement sur la façon d'assurer assez de nourriture pour le monde d'ici 2050 et au-delà. En fait, toutes les technologies ne sont pas vraiment des industries de pointe comme c'est le cas dans le domaine de l'informatique, la 5G ou le séquençage de l'ADN. Mais certaines technologies ont un impact énorme sur le développement, notamment la révolution verte qui a contribué à une augmentation durable et continue des rendements agricoles. Cependant, depuis les années 1990, ces rendements sont restés stables et dans certains cas, ils ont décliné, chose qui complique déjà les efforts déployés pour nourrir la population mondiale qui s'accroît annuellement. De nombreux facteurs se sont ajoutés à ces complications telles que le prix de l'énergie. L'agriculture à vocation commerciale est très énergivore. Il faut transporter les produits de celle-ci vers les marchés consommateurs. Cette agriculture dépend des engrais et des pesticides qui sont eux-mêmes produits et transportés vers ces fermes avec de l'énergie. Et bien sûr, les coûts élevés des énergies nuisent aux efforts des agriculteurs. L'eau est également un obstacle majeur car la pénurie d'eau va augmenter dans le monde entier en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de la pression sur les terres. Il y a environ 1,5 milliard de personnes dans le monde qui vivent aujourd'hui dans des pays souffrant de pénurie d'eau, et ce nombre pourrait atteindre 4 milliards d'ici 2050. Enfin, le changement climatique constitue un défi pour les agriculteurs sur tous les continents. Ainsi, ces problèmes se feront sentir de manière de plus en plus aiguë pour les petits agriculteurs des pays pauvres, en particulier en Afrique. Revenons maintenant au Maroc, qui se positionne parmi les leaders dans le développement de solutions à la crise alimentaire. Le Royaume partage son expertise avec plusieurs autres pays. Comment alors peut-il aider à faire face à ce problème ? Écoutez, parfois le problème le plus important est le manque de recherche, de communication et de technologie au niveau de la production alimentaire. Lorsque les dirigeants se rendent compte de l'importance de la recherche scientifique dans la production alimentaire, ils tapent dans le mille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ils devraient s'inspirer un peu plus de pays comme le Maroc.
En fait, les systèmes de production et d'expédition sont essentiels pour garantir aux habitants des villages agricoles les plus reculés, en particulier en Afrique, une alimentation suffisante pour nourrir correctement leurs enfants. Mais parfois, la recherche n'a pas besoin de s'appuyer sur la plus haute des technologies, car la garantie d'une meilleure distribution des engrais peut avoir un impact énorme sur la production agricole et une capacité extraordinaire à nourrir les populations. De ce fait, je pense que le Maroc est un pays qui joue un rôle important et croissant en tant que leader mondial dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le Royaume est le premier exportateur mondial de phosphate. Celui-ci est une matière première essentielle pour les engrais et permet de cultiver de nombreuses terres et parfois des terres qui étaient auparavant improductives. On constate ici le leadership avant-gardiste de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La politique étrangère du Maroc a fait des exportations de phosphate et d'engrais un élément essentiel au niveau des accords de développement mutuel. Le groupe OCP est la plus grande entreprise au Maroc. C'est un géant des phosphates qui se concentre sur la sécurité alimentaire en Afrique. Il a un impact sur tout le continent. Son travail avec la Banque africaine de développement pour financer les exportations d'engrais aide près d'1 demi-million de petits agriculteurs. 20% d'entre eux sont des femmes. Le groupe OCP fait ainsi partie de la vision du Maroc en tant que leader de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la durabilité à travers le continent africain et le reste de la planète. J'ai une dernière question à vous poser, Bonnie. Contrairement à d'autres problèmes de santé mondiaux tels que la rougeole et la polio, l'insécurité alimentaire ne disparaîtra jamais. Quels sont les plus grands défis pour faire face à ce problème? C'est une bonne question. Que peuvent faire les États-Unis et d'autres pays donateurs pour aider les populations en Afrique à lutter contre l'insécurité alimentaire? L'objectif, bien sûr, est d'aider ces pays à pouvoir compter sur eux-mêmes pour nourrir leur population. Bien évidemment, nous ne pouvons jamais prédire le sort qui attend le monde. Et nous avons récemment vu que la pandémie de Covid-19 a été un grand revers pour l'Afrique et le monde entier. En fait, les pays qui ont été gravement touchés par le virus sont les pays les plus pauvres au monde. Je m'attends à ce que le coronavirus exacerbe considérablement le besoin d'aide alimentaire pour plusieurs raisons. Premièrement, le virus a provoqué la disparition de milliers de petits agriculteurs dans plusieurs pays du monde, soit parce qu'ils sont décédés ou qu'ils ont quitté leurs petites exploitations familiales pour trouver un emploi dans les zones urbaines afin de subvenir aux besoins de leur famille. Cela est particulièrement vrai en Afrique. Deuxièmement, il y a aussi l'effet de ce qu'on appelle un double coup dur. En plus du Covid-19, il y a également le changement climatique. En effet, le besoin d'un leadership réussi dans le domaine de l'agriculture est très important. La haute technologie doit être exploitée pour soutenir des cultures plus productives et plus nutritives. Cela demeure une chose vitale et aussi importante. Il est vraiment nécessaire de revenir à la révolution verte de Norman Borlaug, à des techniques désormais connues et avérées dans la production d'engrais et à l'utilisation des phosphates pour assurer une production abondante. J'aimerais rappeler ici le rôle joué par des pays pionniers comme le Maroc, qui continuent de travailler sur les dernières technologies énormes pour améliorer l'efficacité des engrais et qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre l'insécurité alimentaire mondiale. Durant mon mandat à l'USAID, j'ai appris que le Maroc est un partenaire de confiance pour soutenir et aider les pays du monde entier en leur donnant les moyens d'être autonomes et de maintenir leur sécurité alimentaire. Merci Bonnie pour votre précieuse participation. Nous avons essayé aujourd'hui de vous apporter un éclairage sur cette question de l'insécurité alimentaire et sur le leadership du Maroc pour faire face à ce problème
aussi bien localement qu'à l'international. Si je devais ajouter un dernier mot avant de conclure, je dirais que le problème et les moyens de le résoudre ne sont pas simples, car ils nécessitent un engagement fort et durable, en commençant par le leadership et en englobant toutes les couleurs du spectre politique, économique et de la recherche. D'ailleurs, c'est ce que le Maroc fait déjà depuis plusieurs années. C'est la raison de la politique avant-gardiste du Royaume dans ce domaine. Je tiens à remercier nos deux invités, le Dr Anne Bilo et Bonnie Glick. Je remercie également notre chroniqueur J.D. Gordon. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.